Bonsoir. La sclérose en plaques est la deuxième cause nationale de handicap chez les jeunes adultes après les accidents de la route. Plus de 120 000 personnes sont atteintes de sclérose en plaques en France. 3 femmes pour un homme. Une maladie inflammatoire du système nerveux central qui entraîne des troubles irréversibles de la transmission de l'information entre le cerveau et le reste du corps. Alors comment vivre avec une sclérose en plaques? On en parle dans un instant avec notre invité Serge Simonet qui souffre de cette maladie depuis plusieurs années. Mais avant cela, voyons ce qu'est la sclérose en plaques en détail et quelles sont les conséquences sur l'organisme. La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du système nerveux central. Elle se caractérise par la destruction progressive de la myéline, l'enveloppe protectrice des nerfs du cerveau et de la moelle épinière. La myéline s'abîme, se détruit par endroits, ce qui est à l'origine des lésions du système nerveux. Les plaques de démyélinisation. La maladie touche en majorité les femmes. Elle est le plus souvent diagnostiquée entre 20 et 40 ans. Les symptômes sont très divers selon les personnes. Baisse de la vision d'un œil, troubles des mouvements et de la marche, sensation de picotement ou d'engourdissement, contraction ou faiblesse musculaire. Une fatigue intense est souvent présente. Depuis 15 ans, de nombreux progrès ont été réalisés dans la connaissance et la prise en charge des patients, plus efficaces dès le début de la maladie. De nouveaux traitements permettent aujourd'hui de ralentir l'évolution de la maladie grâce à la recherche. Alors comment vivre avec une sclérose en plaques et comment faire comprendre cette maladie à son entourage? On en parle avec notre invité Serge Simonet. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre de APF France Handicap et vous êtes atteint de sclérose en plaques depuis plus de 10 ans. Vous étiez infirmier. Quels ont été les premiers symptômes pour vous? Les premiers symptômes, ça a été une fatigue très importante et puis un défaut de sensibilité sur le visage. Je ne sentais pas le rasoir pareil d'un côté que de l'autre. Et des fourmis dans les doigts. Donc ça, vous ne saviez pas encore que c'était... Je ne savais pas encore. Donc c'était une des premières poussées. J'en ai fait une autre 2 mois après. Là, le diagnostic a été posé. J'ai été hospitalisé. Et donc on a fait les examens. Et là, le diagnostic a été posé suite à l'IRM. Ouais. C'est une maladie qui est progressive avec ce qu'on appelle, vous en parliez, des poussées par moment. C'est ça, c'est dans la maladie, il y a des moments où tout d'un coup, il y a un état de crise? Il y a différentes phases. Donc, pour moi, c'était une phase rémitante où il y a eu effectivement des poussées, une ou 2 par an à peu près. Qu'est-ce qui se passait pendant ces poussées, justement? Les mêmes signes revenaient, la sensibilité, la fatigue, alors que j'avais récupéré, on traite avec de la cortisone à ce moment-là sur la poussée. Mais moi, j'ai récupéré, et puis après, donc, la crise passée, je pouvais reprendre mon travail normalement. Et puis, là, depuis 4 ans, la maladie est devenue secondaire progressive, qu'on appelle. Donc là, je ne fais plus de poussées. Oui. Mais par contre, les dégâts qui ont été faits sur les cellules nerveuses au moment des poussées, maintenant, m'ont donné un handicap physique un peu visible. Là, aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est votre bras gauche, c'est ça, votre jambe gauche? J'ai perdu l'usage de mon bras gauche. Je boite, je peux encore marcher avec une canne. Mon bras gauche, je ne peux plus rien faire avec. Très peu. C'est une maladie qui est très douloureuse. C'est une maladie qui est douloureuse, où il y a différents stades. Moi, je ne souffre pas trop, mais si, dans des moments, il y a des douleurs importantes. Ouais. C'est ça, c'est en fonction des patients, on n'a pas toujours les mêmes symptômes. On n'a pas toujours les mêmes symptômes, il n'y a pas toujours les mêmes tableaux. Moi, je l'ai fait de façon sensitive au début. D'autres personnes perdent la vue d'entrée dès le début pendant quelques jours, quelques semaines. D'autres, ça va être moteur, vont se trouver en fauteuil directement. Il y a différents stades, différents... Et ça intervient très tôt. Vous c'était à l'âge de 49 ans? Moi, c'est à l'âge de 49 ans. Avec le recul, après, j'ai eu des petits signes avant, mais qui étaient vraiment minimes. Donc, je fais le rapprochement maintenant. Mais ça touche surtout les personnes jeunes d'emblée. Ouais. Et plus les femmes. Et plus les femmes. Vous êtes venu aujourd'hui avec une canne, mais vous avez toujours un fauteuil roulant dans le coffre. Pourquoi? Expliquez-nous un petit peu pourquoi. Parce que je souffre de handicap invisible, notamment d'une fatigue très importante, qui peut subvenir d'un jour à l'autre, ou même d'un instant à l'autre. Je peux très bien me lever le matin en pleine forme, et puis d'un seul coup avoir des accès de fatigue importants. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire grand-chose, du coup, quand vous êtes dans cette... Je ne peux plus faire grand-chose, ou c'est difficile. D'un seul coup, les déplacements avec la canne vont être pénibles, je risque la chute. Donc en prévision, par exemple, sur la visite d'un musée, par exemple, je vais sortir en prévention le fauteuil, je vais me mettre dans le fauteuil,
Et du coup, visiter le musée en fauteuil plutôt qu'avec la canne, parce qu'on marche longtemps, on piétine. Mais ça peut vous arriver de sortir du fauteuil. Et là, on va parler justement, là, c'est plus le handicap invisible qui est lié à cette maladie. Voilà. Et là, c'est compliqué ce que vous vivez. Et là, c'est compliqué parce que c'est le jugement qu'on voit des gens à côté, quoi. On est très respectueux de la personne qui roule avec son fauteuil roulant. Et puis d'un seul coup, moi, le fauteuil, je le laisse des fois au bout du couloir. Je vais faire le couloir à pied. Là, les gens ne comprennent pas. Comment ça se fait qu'il ait un fauteuil et qu'il marche quand même. Sauf que c'est nécessaire pour vous, pour tenir sur la longueur. Pour tenir sur la longueur, en prévention, au risque où j'ai des moments de fatigue ou des moments de vertige aussi. Vous vous mobilisez d'ailleurs auprès du jeune public pour sensibiliser à tous ces handicaps invisibles, parce que c'est un peu la double peine pour la maladie, justement, par rapport à la maladie. C'est la double peine, oui. On souffre de handicap invisible, personne ne le voit, effectivement. Et on a besoin d'en parler, et c'est pour ça que je fais donc des sensibilisations scolaires pour parler avec les enfants qui vivent eux-mêmes, certains, des handicaps invisibles aussi. La personne malentendante, l'autisme, c'est des handicaps invisibles. Donc commencez à en parler très tôt. Commencez à en parler très tôt. Pour la sclérose en plaques, se faire accompagner par les associations de malades, pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Moi, ça m'a apporté de reconnaître mon handicap. Du jour au lendemain, de me trouver, ça a vite évolué en quelques semaines, d'accepter mon handicap et de pouvoir en parler. Parce que cette double peine, justement, c'est ça qui est compliqué en handicap invisible. Il faut le formuler. Si on ne parle pas de son handicap, on ne va pas être reconnu aussi bien socialement qu'administrativement. Et là, c'est lourd, parce qu'effectivement, personne ne va voir qu'on a un handicap. Le milieu associatif m'a beaucoup apporté, parce que du coup, on est reconnu par des gens qui connaissent ça, qui vont être vigilants, et puis pouvoir en discuter avec des gens qui souffrent de la même chose. Et du coup, ça aide à accepter et aider à en parler. Moi, c'est ce qui m'aide beaucoup. Et ça a déjà été difficile, alors que vous étiez infirmier, vous étiez dans le milieu. Aujourd'hui, la recherche avance. On ne guérit pas, malheureusement. On atténue certains symptômes, c'est ça? On ne guérit pas, effectivement. On prévient l'évolution de la maladie. Donc, des nouveaux traitements, depuis quelques années déjà, sont sortis. Moi, j'ai un traitement, c'est une perfusion tous les 6 mois. D'anticorps monoclonaux qui ciblent techniquement le lymphocyte T, c'est le globule blanc qui est responsable de l'attaque de la myéline, en fait. Donc on ralentit la circulation de ce globule blanc. Les traitements évoluent, ça va doucement. Je pense qu'il y a quand même de l'espoir, enfin j'avance un peu, mais il y a de l'espoir pour les jeunes. J'espère qu'il y aura des choses qui vont arriver sur le marché. Il faut soigner avant que la maladie évolue, c'est sûr. Ouais. Et en attendant, surtout le grand progrès à faire, c'est sur notre société. Et on va terminer là-dessus, parce qu'effectivement, vous parliez d'handicap invisible. Il faut en parler, il faut faire attention justement, parce que vous vivez des choses qui ne sont pas simples avec la maladie et avec le regard des autres. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Serge Chimonet, pour votre témoignage et le travail de sensibilisation que vous faites auprès du jeune public. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, plus d'informations sur le site apffrancehandicap.org. Et n'hésitez pas à contacter, si vous en avez besoin, d'autres associations comme neurocep.fr. Et n'oubliez pas que vous pouvez partager vos expériences sur nos réseaux sociaux. En attendant, restez avec nous. L'information continue dans Ici 19h avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.